Bonjour tout le monde, je vais vous parler aujourd'hui de mon bilan lecture sur le printemps japonais que j'ai effectué du mois d'avril au mois de mai, où j'ai essayé de lire différents auteurs et différentes autrices de plusieurs époques du Japon. Une remarque générale du coup sur ce printemps japonais, c'était une expérience vraiment enrichissante de se concentrer sur la littérature d'un seul pays pendant un certain temps, également aussi de prendre plusieurs époques, même si globalement je me suis pas trop étendue dans le temps, avec des auteurs et des autrices. C'était vraiment intéressant de faire il y avait des liens culturels et historiques à faire entre les différentes œuvres, donc ça m'a permis de un peu mieux saisir certains aspects du Japon que je connaissais encore pas très bien et je suis encore loin de maîtriser complètement ce pays, c'est sûr, mais c'était vraiment intéressant. Je commence avec Soleil couchant d'Osamu Dazai qui va nous raconter l'histoire de le récit de Kazuko qui est obligée avec sa mère d'abandonner leur richesse pendant la Seconde Guerre mondiale pour aller vivre en montagne. C'est un ouvrage qui nous parle donc de la déchéance de l'aristocratie japonaise donc au XXe siècle. À travers plusieurs événements assez marquants qui vont vraiment symboliser cette déchéance, puisque la mère de Kazuko va tomber malade, le frère de Kazuko, Naoji, revient de guerre il se drogue, il est complètement désespéré, il est un peu obsédé par la mort et rien ne semble lui réussir. Et puis on a Kazuko qui est une femme qui a divorcé et qui a en fait une relation avec un homme marié en parallèle et qui est du coup est en train qui est un peu hors des mœurs qui sont, on va dire, respectées à l'époque. Et pourtant, Kazuko, c'est pas un personnage auquel je me serais forcément attachée au premier abord, mais je l'ai appréciée parce que je l'ai trouvée assez touchante malgré les événements qu'elle vit, elle a quand même toujours la foi en la vie, elle est assez courageuse, elle est presque obstinée, je dirais, et c'est un personnage que j'ai trouvé bien écrit. Et apparemment, Osamu Dazai aurait repris le journal d'une de ses maîtresses et en aurait carrément pris des passages pour écrire son roman. Alors je sais pas si c'est avéré ou pas, je sais pas non plus exactement ce que je dois penser de ça parce que ben quand même c'est un peu du plagiat. Mais toujours est-il que le personnage de Kazuko me semble très bien écrit et pertinent. On sent aussi une forte influence de la littérature européenne puisqu'il y a plusieurs phrases qui sont en français et en anglais dans le texte original et qu'il y a aussi des références qui sont faites à des artistes européens comme Goethe. Voilà, on sent que c'est un roman qui se passe à une époque charnière vraiment du Japon puisque c'est vraiment la fin de cette aristocratie japonaise sous le joug américain les Américains donc qui vont imposer la démocratie. Le seul finalement symbole qui va subsister de l'aristocratie, c'est l'empereur qui aujourd'hui je crois il me semble pas vraiment de pouvoir en fait au Japon en tant que tel, il me semble qu'il a plus un statut on va dire symbolique. Et plus généralement c'est un livre qui a une très belle écriture, je pensais pas avoir avoir de la sympathie pour les personnages, il y a vraiment des lettres qu'ils échangent, on voit qu'il y a des échanges de lettres où ils sont complètement désespérés et c'est pas un roman très joyeux, mais qui est quand même hyper intéressant pour comprendre un peu ce qui s'est passé à cette période-là du Japon. Je passe ensuite aux journaux des dames de cour du Japon ancien. Donc ce sont 3 journaux écrits par 3 femmes au XIe siècle, si je ne dis pas de bêtises, et qui vont en fait être elles vont raconter en fait des moments de leur vie. C'est pas un ouvrage que j'ai particulièrement apprécié et qui pour moi est destiné vraiment à des connaisseurs, à des spécialistes, soit de l'histoire ou de la littérature du Japon, je sais pas exactement, mais vraiment c'est pas évident à suivre. Moi il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas, le fonctionnement de la cour du Japon par exemple, typiquement c'est quelque chose que je ne connaissais pas, ou encore, j'ai oublié quelque chose, le système de hiérarchie à l'époque, enfin voilà, tout ça c'est des choses qui me sont complètement inconnues et du coup ça m'a un peu perdue. Après voilà, donc ces journaux elles racontent en fait ces femmes des moments de leur vie, donc des pèlerinages, beaucoup de pèlerinages, les rapports qu'elles ont avec leur famille, leurs relations avec leurs amants, leurs amitiés ou rivalités avec des courtisanes. Ces 3 journaux ils sont emplis de courts poèmes qu'on appelle des tanka. En fait le tanka c'est une forme de poème japonais qui alterne un certain nombre de syllabes. Alors si je dis pas de bêtises ça fait 5, 7, 5, 7, 7.
Donc c'est une forme de poème un peu spécifique au Japon, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié en fait, mine de rien, parce que voilà, ce petit côté contemplatif japonais qui est assez bien, et ça rythmait en fait un peu, ça donne un petit peu de rythme aussi aux journaux qui parfois m'ennuyaient un petit peu, parce qu'au final il se passe pas grand chose dans ces histoires, et même si j'aime les choses assez contemplatives, là pour le coup ça l'était pas vraiment, et c'était plus ennuyant qu'autre chose. Et puis je trouve aussi qu'il y a des sauts, en fait, il y a des bonds dans le temps qui sont faits à plusieurs moments qui sont pas... que j'ai eu du mal à saisir, j'ai eu du mal à comprendre à quelle période on était en fait de la vie de ces femmes. Donc c'était pas forcément facile à suivre. Des 3 journaux, j'ai préféré le dernier qui est en fait principalement un échange de poèmes entre la courtisane et son amant. On ne se refait pas, hein, bien sûr. Et puis j'ai remarqué quelque chose aussi qui m'a plu justement, c'est que le premier journal est appelé le journal de Sarashina, donc une courtisane. Et cette Sarashina, elle est évoquée en fait dans le soleil couchant d'Osamu Dazai, puisque le personnage de Kazuko est comparé justement à cette Sarashina. Donc c'était assez marrant de faire le petit lien entre les deux, mais du coup j'ai pu comprendre qui c'était, et éventuellement un petit peu saisir grossièrement la comparaison qui était faite. Donc c'était un peu de ça dont je parlais quand je parlais des liens culturels et historiques entre les différentes œuvres, et pour ça c'était intéressant. Mais sinon c'est pas une œuvre que je recommande particulièrement parce que je trouve que c'est pas... je pense que c'est pas très facile d'accès. De toutes les nuits les amants de Mieko Kawakami. Alors c'est un livre dont je n'attendais absolument rien, la quatrième de couverture me tentait pas particulièrement, c'était plus la couverture de devant que je trouvais jolie. Et alors, quel coup de cœur, quel livre bouleversant, vraiment ça m'a beaucoup touchée, je m'y attendais absolument pas. Et je trouve que c'est d'autant plus marquant quand c'est un livre dont on n'attend rien, voire même on part avec des a priori qui nous surprend et qui nous plaît. Vraiment ce livre, je l'ai trouvé incroyable. Ça nous parle donc de Fuyuko qui a 34 ans, qui est une femme qui vit seule, qui sort jamais, en fait elle travaille depuis chez elle tout le temps. Elle a très peu de liens en fait avec d'autres personnes, elle devient quand même amie avec sa manager Ijiri. Et elle va rencontrer un professeur de physique lorsqu'elle va essayer de suivre des cours à l'université. Alors je sais plus exactement ce que c'est, mais c'est en gros une fois par semaine elle essaye de suivre des cours. C'est un livre qui parle de thématiques assez lourdes, mais avec beaucoup de bienveillance et de douceur, j'ai trouvé. Ça parle de solitude, d'isolement, ça parle d'alcoolisme, ça parle du monde du travail japonais, de féminisme, je vais y revenir après. Et tout ça sans dramatiser en fait les choses, en les disant telles quelles et en ayant beaucoup de bienveillance en fait envers ces personnages, et ça m'a... je pense que c'est ça qui m'a touchée en fait dans le roman. Ça parle de viol aussi à un moment donné, je préfère prévenir si des gens sont très mal à l'aise avec ça. Je pense que vous pouvez lire le livre quand même parce qu'en fait ce passage est clairement explicité en début de chapitre, et en fait c'est un chapitre qui est dédié, donc si ça vous gêne vous pouvez le sauter. Comme j'en parlais un peu plus tôt, dans ce roman, il y a plusieurs points de vue de femmes, et donc pour moi plusieurs féminismes qui sont évoqués, et ce sans jugement des personnages. Elles ont toutes des mœurs très différentes, des vies très différentes. Il y a une vraie sororité en fait qui est mise en avant dans les relations qu'ont les personnages féminins, parce que bon voilà, Fuyuko et Ijiri sont deux femmes qui sont complètement différentes. Fuyuko c'est vraiment une femme qui est discrète, qui parle pas, qui soucie pas de son apparence. Ijiri c'est une femme éclatante qui fait attention à comment elle s'habille, comment elle se pare, etc. Donc c'est deux personnages qui ont pas grand chose à voir finalement, mais qui pourtant deviennent amis, se trouvent des points communs, s'entraident aussi. Et j'ai trouvé que c'était une très belle amitié, une très belle sororité entre ces deux femmes-là. J'ai aussi beaucoup aimé la relation qu'elle a avec le professeur de physique, une relation qui est très... c'est presque drôle des fois en fait, tellement les deux personnages sont un peu bloqués l'un et l'autre, ils savent pas quoi se dire, et en même temps ils ont beaucoup de choses à se dire, mais en même temps ils n'arrivent pas à le dire, c'est très étonnant. Il y a tout un jeu, toute une poésie urbaine, tout un jeu sur la lumière dans le roman qui sont absolument bouleversants, que je trouve vraiment magnifique. Voilà, c'est vraiment un ouvrage qui m'a beaucoup plu. C'est un roman que j'aurais pu détester, parce que j'ai toujours du mal à accepter la passivité de certains personnages quand ils sont dans certaines situations. J'aime les personnages qui sont actifs, qui sont obstinés, mais Fuyuko elle m'a tout de suite touchée. D'emblée je me suis dit oh je crois que ce personnage va me sembler décalé mais que je vais l'apprécier. Et je pense que maintenant j'ai plus d'empathie pour ce type de personnage qu'auparavant aussi, donc il y a peut-être ça qui joue. Et surtout, j'ai très envie de découvrir le reste du travail de Mieko Kawakami, parce que j'ai vraiment été très touchée par son écriture. Sa poésie, vraiment, ça c'est quelque chose
qui m'a énormément plu. Et puis voilà, cette espèce de douceur, de poser des événements qui sont vraiment dramatiques, sans atténuer les conséquences, hein. Les choses sont décrites telles qu'elles sont, mais il n'y a pas une emphase dramatique qui est mise sur ces événements-là, notamment sur l'alcoolisme à un moment donné. Il y a des événements qui sont graves qui se passent, mais c'est pas exagéré en fait, et je sais pas comment le dire, mais c'est vraiment subtilement amené en fait. Donc j'ai adoré, et je pense que c'est vraiment une de mes lectures préférées de l'année là pour l'instant. Une deuxième lecture qui m'a aussi beaucoup marquée, c'est Le miroir de courtisane de Haruyoshi Sawako, qui est une autrice donc du XXe siècle. Là encore une lecture absolument marquante, alors différente hein, de Toutes les nuits les amants, mais tout aussi marquante, et étrangement c'est une autre autrice. Alors ça nous raconte l'histoire de Tomoko, de son enfance, hein, de petite fille, jusqu'à sa vieillesse, et particulièrement de la relation qu'elle va avoir avec sa mère tout au long de sa vie. Comme la couverture en fait, la quatrième de couverture le dit, je trouve très bien, c'est un roman fleuve puisque on suit le parcours d'une vie dans le Japon du 20e, et fleuve aussi parce que la lecture est vraiment très fluide. J'avoue que j'ai commencé ce livre avec quelques réticences parce que voilà, hein, il est quand même assez conséquent, et je me disais ouais, si ça me plaît pas ça va être un peu lourd, et pas du tout en fait, hein. Les pages se sont enchaînées vraiment très vite parce que j'avais envie de savoir la suite. Je trouvais que c'était hyper intéressant la façon dont étaient développés les personnages. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce livre parce que ça a vraiment été une lecture qui était vraiment incroyable, mais notamment sur ces deux personnages féminins qui je trouvais sont remarquablement écrits, dont la psychologie est vraiment analysé avec on va dire tout un parallèle en fait avec la condition de la femme à l'époque. Donc on a déjà la mère, le personnage de la mère, Ikuyo, qui est une femme qui est obnubilée par son apparence physique et par ses tenues. Elle coud ses propres kimonos, elle cherche tout le temps à avoir quelque chose d'assez extravagant, de se distinguer, de se faire remarquer. Et c'est un personnage qui, en parallèle, ne s'occupe pas du tout en fait de sa fille et de ses autres enfants plus tard. Elle s'en moque, et on sent que c'est quelque chose qui en fait, le fait d'avoir des enfants, le fait de se marier, c'est quelque chose qui lui a été finalement imposé par la société japonaise de l'époque, puisque elle se remarie, mais elle se remarie dans des buts purement financiers, hein, pour survivre. Et on a Tomoko, cette petite fille qui admire la beauté de sa mère, qui trouve sa mère absolument incroyable, mais qui en grandissant va se rendre compte que sa mère est en fait quelqu'un qui ne s'est absolument pas occupé d'elle. Et pire, sa mère va en fait vendre Tomoko pour qu'elle devienne une courtisane, enfin une geisha. Et malgré en fait le comportement de sa mère et tous ses caprices odieux, Tomoko sera toujours loyale envers sa mère. Elle va toujours l'aider, même si c'est à contre-cœur, elle va toujours la soutenir, s'occuper d'elle. Et c'est assez impressionnant en fait, parce que Tomoko va acquérir une indépendance financière que sa mère n'aura jamais, parce que Tomoko est née à une époque un peu différente, où elle a peut-être plus de possibilités, plus de chances peut-être que Ikuyo. Et il y a tout ce rapport-là qui est très conflictuel entre les deux, parce que Ikuyo est jalouse de l'indépendance financière de sa fille, mais Tomoko est jalouse de la beauté de sa mère et de la vie un peu insouciante qu'elle arrive à mener en fait. Tomoko devient geisha, elle est vendue par sa mère, et elle va réussir à s'émanciper de sa condition de geisha. Alors il faut se rendre compte que c'est très difficile de ne plus être une geisha quand on a été formé à l'être, parce que quand on est formé à être geisha, on nous paye les cours, on nous paye les costumes, on nous paye le logement, et tout ça en fait quand on commence à travailler en tant que geisha, il faut le rembourser. Et en fait les geishas travaillent finalement toute leur vie pour pouvoir rembourser tout cela. Tomoko arrive à trouver une façon de faire pour pouvoir rembourser plutôt toutes ses dettes et arrêter d'être une geisha pour devenir, pour créer sa propre auberge et gérer son auberge quoi. Je vous laisse deviner comment elle a fait, hein. Il n'y avait pas 36 moyens pour s'en sortir à cette époque-là. En parallèle, sa mère Ikuyo est vendue par son mari pour être courtisane, donc concrètement les courtisanes ce sont des prostituées, elles n'ont pas le statut de geisha qui est un peu différent quand même, elles apprennent pas à des cours de musique, elles apprennent pas, enfin je sais plus exactement elles n'ont pas de cours de musique, elles n'ont pas de cours de danse comme les geishas par exemple. Donc voilà, donc Tomoko arrive à s'émanciper de sa situation de geisha, elle arrive à créer sa propre auberge, et vous n'avez pas idée des difficultés qu'elle rencontre. Parce que pour s'émanciper de sa condition de geisha, bon bah forcément elle fait des sacrifices pour y arriver. Elle doit gérer elle-même son patrimoine financier, on va dire. Elle traverse des choses horribles, hein, que ça soit ses situations amoureuses, d'autres événements qui arrivent, qui font vraiment qu'elle est toujours elle est
constamment en fait basculée par des difficultés de la vie. Et pourtant, elle continue, c'est un personnage qui est courageux, qui est obstiné, qui est intelligent aussi, et qui, je trouve, a également beaucoup de loyauté, beaucoup de droiture, enfin notamment vers sa mère, qu'elle ne peut jamais se résoudre en fait à abandonner, parce que ça reste sa mère. Et voilà, j'ai vraiment été emplie d'admiration pour ce personnage qui, on peut se dire que parce qu'elle est née à une époque, entre guillemets, plus moderne que celle de sa mère, sa vie est peut-être plus facile. Pas du tout, hein. Pas du tout. Et voilà, c'est un roman qui m'a plu parce que ça parle beaucoup de féminité, bien sûr, hein, on suit deux personnages féminins, voilà, ça parle d'accouchement, ça parle de ménopause. Genre, est-ce que vous avez déjà lu un livre qui parle de ménopause, de la vieillesse de la femme? C'est quand même assez rare. Et là, c'est traité de façon très, je sais pas, très honnête en fait, hein. Les faits sont décrits tels qu'ils sont, avec, en expliquant un peu aussi tous les carcans, toutes les injonctions qui pèsent en fait sur les femmes. Enfin, Ikuyo qui est plus ou moins forcée à la maternité, qui se fait aussi vendre par son mari pour devenir courtisane, enfin c'est quand même pas rien. Les enfants aussi, la maternité, Ikuyo qui se serait bien passé cette maternité, et à l'inverse Tomoko qui ne pourra jamais avoir d'enfant alors qu'elle le désire. Il y a vraiment plein de thématiques qui sont, je trouve, pas forcément souvent à traiter en tout cas, et qui là sont abordées avec beaucoup de justesse, de réalisme en fait, qui je trouve, en tout cas ça m'a intéressée. Et voilà, il y a aussi toute cette jalousie qui est insinuée entre les femmes, hein, entre les femmes plus âgées, les femmes plus jeunes, le fait d'être désirable ou non, il y a toute cette jalousie en fait, elle est insinuée par un fonctionnement de la société qui est patriarcal, donc les femmes doivent être désirables, les femmes doivent être fertiles, etc. Enfin, il y a un peu de tout ça qui pèse aussi dans le roman, qui est évoqué, et traiter des thématiques comme ça à l'époque, je trouve quand même que c'est quand même quelque chose. Et le tout dans un Japon d'après-guerre qui est en pleine transition, comme je l'expliquais un petit peu avec le livre d'Osamu Dazai, c'est un Japon qui est en train de passer sous le joug, enfin qui arrive à la Seconde Guerre mondiale, qui vit la Seconde Guerre mondiale, puis après qui passe sous le joug américain, puis qui s'émancipe du joug américain. Il y a des catastrophes naturelles aussi qui arrivent, enfin, vraiment il se passe des trucs, c'est impressionnant. Donc historiquement le livre a aussi une valeur pas inintéressante du tout. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé sur ce livre, c'est une lecture qui est passionnante, hein. Il se passe plein de choses, enfin, c'est vraiment un ouvrage extrêmement dense mais passionnant à suivre, et qui s'enchaîne très bien, la lecture est fluide, et voilà, les personnages sont extrêmement, remarquablement bien écrits, donc j'ai vraiment beaucoup aimé Le Miroir des courtisanes, je vous recommande cette lecture chaudement. Le mineur de Natsume Soseki. Alors, Le mineur, ça nous raconte l'histoire d'un jeune homme qui a des origines nobles, qui va quitter sa famille, quitter Tokyo, dans le but de se donner la mort, il ne sait pas trop où, il ne sait pas trop comment. En chemin, il croise un homme qui lui propose de le recruter pour qu'il aille travailler à la mine. C'est un roman qui nourrit des réflexions du narrateur sur sa vie, en fait, notamment son désir de mort qui est quand même extrêmement présent à ce moment-là. Il parle aussi de comment il imagine la vie à la mine. J'ai l'impression que c'est un petit peu romantisé, mais je suis pas sûre, je pense que c'est un peu mon interprétation personnelle ça. Et il y a un point que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que le narrateur brise plusieurs reprises le quatrième mur en fait, ce qui suggère là donc que c'est peut-être un récit en partie autobiographique de la part de Soseki, en faisant des réflexions en fait sur le roman en général, donc c'était assez inattendu et pas inintéressant. Et puis donc aussi c'est parsemé de réflexions sur la société japonaise de l'époque, donc on est au 19e siècle, et sur le prolétariat et les origines de l'auteur qui, de par ses origines nobles, en fait ne pourra jamais pleinement s'intégrer dans le travail à la mine, on se rend compte. Malgré ses qualités, c'est pas un roman qui m'a particulièrement emballée. J'ai trouvé que la mise en place, le déroulé de la temporalité était très... un peu laborieux. À la moitié du livre, on est encore... enfin même plus de la moitié du livre, on n'est toujours pas arrivé à la mine. Je sais pas, j'étais un peu surprise de cela. Et oui, je sais pas, la conclusion en fait, ce que le narrateur choisit de faire à la fin, pour moi, ça atténue toute la portée en fait du discours sur l'enfer prolétarien. Et alors ça c'est pareil, hein, les gens sont pas d'accord avec moi je pense, mais je sais pas, j'ai trouvé que sa décision finale en fait me paraissait pas m'étonnait en fait. Je me suis dit ouais d'accord, c'est... Enfin, je sais pas, je trouve que pour moi ça atténue complètement j'ai pas envie de spoiler en fait, mais ça atténue complètement la portée du discours et je suis un peu mitigée par rapport à ça. Après, j'ai lu très bons échos d'un autre ouvrage de Soseki qui s'appelle
Je suis un chat qui, comme son nom l'indique, parle de... C'est un chat qui raconte en fait, qui parle et qui a des réflexions en fait sur l'humain, l'humanité en général. Ça a l'air assez intéressant, donc peut-être que je m'y pencherai. Donc voilà, je suis un peu mitigée sur cette lecture, mais je pense que c'est un auteur qui est intéressant et j'ai envie de creuser un petit peu plus sur son travail. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Voyez le sourire de l'ironie. Créer le ciel de Tetsuya Honda. Alors il est très rare que j'abandonne un livre. Je pense que je peux compter sur les doigts de la main les livres donc je me rappelle avoir abandonné. Ça a bien failli être le cas pour celui-ci, parce que à la 50e page, je me suis dit non mais je vais arrêter. J'ai quand même voulu persévérer parce que voilà, si j'abandonne rarement des livres ou même des films, je me dis c'est un peu une œuvre one shot et je me dis autant aller au bout de la démarche et essayer de comprendre ce que l'auteur, l'autrice a voulu montrer, il y a peut-être des choses que j'ai mal comprises, etc. Enfin, j'ai envie de comprendre les intentions. J'abandonne beaucoup plus facilement les séries ou les jeux parce que trop d'investissement et je sais pas, j'ai plus de facilité à abandonner ça qu'un livre ou un film. Mais alors là franchement je peux vous dire que ça valait pas le coup. Ça valait pas le coup de le continuer. Bon, remise un petit peu en contexte, donc c'est Créer le ciel, c'est le deuxième tome en fait des enquêtes, des aventures en fait d'un personnage qui s'appelle Riko, qui est une femme, la seule femme dans un commissariat du Japon. Et dans ce deuxième volet, elle enquête sur la disparition d'un charpentier dans un garage, qui a disparu dans un garage, il y a une grosse flaque de sang qui est restée et une main coupée. Le roman part de ça et il va y avoir tout un déroulé un petit peu sur la mafia au cœur du monde du bâtiment au Japon. Donc c'était un postulat, je me disais pourquoi pas, ça peut être intéressant. Il y a deux choses qui m'ont beaucoup gênée, notamment déjà l'écriture que j'ai trouvée d'une pauvreté assez sidérante, et ça ne vient pas de la traduction, j'en suis quasi sûre, mais enfin j'en suis sûre, parce que j'ai regardé et j'ai vu des avis américains qui sont identiques aux miens, donc pour moi ça exclut la traduction. Enfin, pour moi, ce n'est pas un problème lié à la traduction, c'est vraiment quelque chose qui est intrinsèque au texte original. Pourquoi c'est mal écrit? Bon, au-delà du fait que les personnages n'ont pas de profondeur, que les dialogues sont très puérils et très vides et très creux, il y a beaucoup de répétitions, d'informations qui sont données mais inutiles, tout est là en fait pour combler en fait un peu, donner une sensation d'avoir un texte qui a du corps alors que pas du tout. Dites-vous qu'au bout de 50 pages, j'avais 50 noms de policiers qui étaient nommés, enfin je veux dire, et des personnages que vous n'allez jamais retrouver après, hein. Tout ça c'est fait pour faire de l'énumération, montrer que waouh, il y a un super contexte et tout, c'est très complet comme livre, hein. Donc vraiment déjà ça c'était pas du tout engageant. Ensuite, il y a ce que j'appelle le syndrome de la marque. Alors le syndrome de la marque, pour moi, c'est quand un écrivain ou une écrivaine va spécifier une marque pour un objet, un vêtement ou autre, pour mettre en avant quelque chose, un trait de caractère du personnage, ou expliquer quelque chose sur ses origines, voilà. Ou tout simplement un aspect descriptif un peu précis. Et ici, c'est bien entendu... Alors ça peut avoir de l'intérêt hein, pour ce que je citais auparavant, mais ici c'est très mal utilisé bien sûr, parce que c'est abusif, il y a plein de marques citées, mais à la volée quoi, on comprend pas trop pourquoi, ça ne dit rien des personnages en fait, ça n'explique pas grand chose sur eux, ça a très peu d'intérêt, et là encore pour moi c'est fait pour combler le vide et donner une illusion de style recherché. Voilà, donc concrètement, je vous rassure, j'ai lu une partie du livre en diagonale, hein, parce que au bout d'un moment j'en avais marre, et dites-vous qu'en lisant en diagonale, j'avais saisi l'essentiel à chaque fois, enfin même tout, et qu'il y avait énormément je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de répétitions, et que finalement, lisant en diagonale, on ne loupe rien, donc quand vous pouvez faire ça, c'est quand même que ça en dit long sur la richesse du texte. Je vais quand même donner un petit point à l'auteur, c'est que la narration est ok, dans le sens où voilà, les événements se suivent on va dire, de façon cohérente, il y a une petite alternance entre deux points de vue qui permet d'avoir un peu de suspense. Pourquoi pas, ça on peut pas lui enlever, je pense. Mais surtout, le point qui m'a gênée et qui m'a presque fait arrêter le bouquin, qui m'a vraiment mise en colère hein, sur le moment, j'étais très énervée de lire ça, c'est que c'est un roman qui se veut avec un personnage féminin fort, donc pourquoi pas, mais qui banalise la culture du viol et la misogynie en fait. Reiko, donc le personnage principal, elle se fait draguer lourdement par des collègues masculins bien sûr à plusieurs reprises, et il y en a un qui essaye de la toucher, voire même qui la touche à plusieurs reprises sans son consentement, et c'est traité à la rigolade, mais hyper malaisant en fait. Et si vous lisez des mangas, si vous regardez des animés, vous serez pas surpris, peut-être pas surpris de ce genre de comportement, puisque c'est quelque chose qui est assez présent en fait dans la
culture japonaise, j'ai l'impression, ou en tout cas dans les œuvres qu'il crée. Et ça, c'est pas la première fois que je vois ça dans des œuvres japonaises. Alors pas toutes, hein, bien heureusement, mais c'est quelque chose qui est présent. Et voilà, ça m'a un peu interpellée. Et surtout, il y a un personnage qui a carrément des remarques qui relèvent du harcèlement sexuel hein, envers le personnage principal. Il y a un truc un peu plus subtil aussi à un moment donné, c'est qu'il y en a un qui est un peu son rival, il est un peu plus âgé qu'elle, mais ils ont le même grade en fait au sein du commissariat. Et il est sans arrêt en train de la remettre en question, il est sans arrêt en train de lui couper la parole, de lui dire qu'elle a tort, etc. Et en fait, le personnage à un moment donné se fait des réflexions, il se dit oh là là, je comprends pas pourquoi elle me déteste, j'ai pourtant pas de comportement misogyne. Enfin, c'est l'auteur fait dire ça à son personnage. Et là, tu lis ça, tu te dis mais mec, en fait, t'es sans arrêt en train de lui couper la parole, t'as un ton très paternaliste avec elle. Je comprends pas pourquoi elle te déteste, hein, vraiment, je sais pas pourquoi. Bref, et cerise sur le gâteau, on apprend que le personnage, donc Reiko, a été en fait violée plus jeune, et que du coup ça explique un peu pourquoi elle est devenue policière, etc. Mais alors, cette info elle est balancée mais comme un pavé dans la mare, en plein milieu du roman, enfin ça... c'est amené, mais franchement j'ai halluciné. Et la réaction du personnage, mais elle est vraiment pas, pour moi, pas cohérente, pas réaliste, hein, c'est mon avis, mais... Vraiment, j'ai lu ça, je me suis dit mais non, mais à aucun moment un personnage féminin il se dit ça. Et à plusieurs reprises dans le texte, je me disais mais jamais une femme se dit ça quand elle est dans cette situation, jamais. Enfin, il y avait vraiment des moments où elle était un peu... je sais pas comment dire, mais vraiment, vous voyez que c'était un mec qui essayait d'écrire un personnage féminin et ça marche pas, quoi. Et c'est dommage, hein, parce qu'il y a des hommes hein, qui savent écrire des personnages féminins. Je vous avais parlé il y a très longtemps de Douglas Kennedy, dont je sais plus le nom du bouquin. C'était hallucinant, il avait fait un gros travail de recherche sur la psychologie de son personnage. Enfin, c'était un personnage qui avait vécu une maternité, qui était en plein divorce, etc. Et c'était très réaliste, enfin très bien écrit en tout cas. Donc c'est possible, c'est pas ça le problème, c'est juste que là, Tetsuya Honda, il s'est dit qu'il allait faire ça, mais il a aucun recul sur son personnage, il est pas du tout déconstruit, je pense, sur plein de sujets, et c'est en partie lié, je pense, à comment dire, c'est pas sa culture, mais ce dans quoi il a baigné depuis plusieurs années, je pense. Et du coup, il banalise des comportements qui sont inacceptables. Donc moi, ça me gêne. Et puis au-delà de ça, c'est un roman qui est super mal écrit, enfin c'est mauvais, quoi. Donc bon, voilà, c'est roman et auteur à fuir absolument, et ça me navre un peu de conclure sur ça. J'aurais vraiment pu me passer de cette lecture, mais bon, écoutez, au moins je suis au courant qu'il ne faudra pas lire d'autres livres de Tetsuya Honda. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et j'espère que ça sera pas trop long parce que j'avais beaucoup de choses à dire sur ces romans. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!